Quand vous démarrez, si votre moteur n'est pas parfaitement lubrifié, il s'use. Pour le préserver, voici ce qu'il faudrait faire avant chaque démarrage. Ainsi, l'huile circulerait partout. Mais vous pouvez aussi choisir la nouvelle huile Antar Isofluide, car son pouvoir d'adhérence supérieur lui permet de rester en permanence sur les parois du piston. De plus, son nouveau bidon possède 2 poignées latérales, un bec anti-gloupe et anti-goutte. Ainsi, avec la nouvelle huile Antar Isofluide, votre moteur reste toujours lubrifié avant même de démarrer. Antar, les huiles qui ne se reposent jamais. Pour déguster le gâteau au chocolat du Yabon, il faut attendre. C'est cela qui est bon. Gâteau au chocolat du Yabon, il n'y a pas mieux. Et ça, c'est pas du vol de couleur peut-être. Kodak Gold, le voleur de couleur. Je ne suis pas là, mais vous pouvez laisser un message après le bip. Allô, c'est moi. Après ce que tu m'as fait hier soir, tu peux encore te regarder en face, en plein milieu du dîner, devant tous ces gens, demander du Schweppes Light, sous prétexte que tu ne bois plus que ça. C'est pas sérieux. Schweppes Light pour se faire légèrement remarquer. Partout en France, 1000 esthéticiennes Yves Rocher prennent soin de votre beauté. Elles utilisent les produits Yves Rocher issus de la recherche en biologie végétale qui décuplent l'effet bénéfique des plantes. 1000 esthéticiennes Yves Rocher vous attendent. Yves Rocher, la science au cœur du végétal. Jusqu'au bout de l'amour et se perd pour un bel officier. Avancez! Reculez! Arrêtez! Au cinéma de minuit, Greta Garbo vit l'impossible passion d'Anna Karénine, dimanche à 22h40, cycle Greta Garbo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il pleuvait au-dessus de Cannes, mais la fête n'a pas été cachée pour autant. Robert Mitchum a bien ouvert le 44e festival et Roman Polanski a bien revêtu son costume de président. Un président qui déclare « J'espère que les films seront à la hauteur des membres du jury ». Claude Lehmann. C'est sous la pluie et donc les parapluies que s'est ouvert le 44e festival du film de Cannes. Et si le petit monde politique ne dédaigne pas s'y montrer, ce sont surtout les stars qui font le spectacle du premier jour. Bonsoir. Géraldine Chaplin préside la Caméra d'Or, l'une des catégories concourables du festival. Cette année, c'est la 50e anniversaire de la sortie du grand chef-d'œuvre de Orson Welles, Citizen Kane. Un jury de 3 femmes et de 7 hommes, présidé par Polanski, planchera et tranchera d'ici le 20 mai. To declare the festival officially open. Premier film visionné ce soir, Homicide de l'Américain David Mamet. La révolution de cette année, c'est le choix du film d'ouverture. Homicide de David Mamet n'est pas un film de récréation. On s'est demandé alors pourquoi il coïncidait avec la montée des marches, avec tout cet apparat. Eh bien, la raison est simple. Le festival prend parti pour un cinéma de réflexion, pour un film sérieux, qui répond à peu près à tous les problèmes qu'on se pose aujourd'hui, celui de l'intégration, de la différence, de la coexistence de cultures et de communautés différentes. Voici donc une clé de sol pour un festival où vont s'accumuler des films qui ouvrent des débats qui sont ceux de tout le monde aujourd'hui. Et donc c'est un cinéma de réflexion et pas un cinéma de divertissement.
Voilà Henri Chapier que nous retrouverons après ce journal dans un spécial Cannes. La notion de peuple corse est contraire à la Constitution. C'est le verdict du Conseil constitutionnel rendu cet après-midi. Selon lui, la Constitution ne connaît que le peuple français composé de tous les citoyens français, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Explication de Charles Sanviti. Mort-née, la notion de peuple corse. Ainsi a tranché le Conseil constitutionnel, épilogue au statut de l'île, adopté le 12 avril par l'Assemblée, aussitôt déféré au Conseil constitutionnel par l'opposition. Un mois après, les gardiens de la loi fondamentale ont censuré l'article 1er reconnaissant l'existence du peuple corse. Une décision sans appel, la République est une et indivisible pour les 9 sages. Un peuple et un seul la constituent. Confère article 1, 2, 3 de la Constitution. L'opposition, auteur de la saisine, applaudit. Côté gouvernement, cette décision, on s'y préparait. Je prendrai acte de la décision du Conseil constitutionnel, mais cela me permettra, parce que l'article 1er n'a pas de lien avec le développement économique et social de la Corse, de lancer toutes les actions concernant le développement économique et social. Bref, même amputée, la loi s'appliquera. Un exécutif, une assemblée propre, idem pour la refonte des listes électorales. Contesté par l'opposition, les juges ont validé la disposition. Le gouvernement, quant à lui, est décidé à mettre en œuvre le statut le plus rapidement possible. Réaction ce soir de Charles Pasqua qui estime que la décision du Conseil constitutionnel est une condamnation implicite de la politique suivie depuis 3 ans en Corse par le gouvernement. En Corse même, le MRG se déclare satisfait. En revanche, les socialistes, les communistes et les autonomistes de l'UPC se montrent critiques. Les conséquences économiques de la crise du Golfe ont été moins sensibles en France que dans les autres pays industrialisés. C'est le constat dressé par Michel Rocard qui inaugurait aujourd'hui la foire exposition de Mulhouse. Période où le ralentissement de l'économie produit aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Canada, une récession, produit en Italie et en Espagne un ralentissement significatif de la croissance, la France est le pays qui est le moins atteint avec l'Allemagne par ce ralentissement. 10 mai 80, la victoire. 10 mai 91, journée de travail ordinaire pour François Mitterrand. Sur son agenda, aucune festivité particulière n'est prévue. Comme chaque soir depuis le début de la semaine, nous vous proposons une enquête en forme de bilan sur cette décennie Mitterrand. Aujourd'hui, Albert Ripamonti ouvre le dossier sensible de l'immigration. Été 81, maghrébins, africains, asiatiques, défilent d'attente au guichet des préfectures. Les socialistes inaugurent leur politique d'intégration. 120 000 clandestins obtiennent des papiers. Des étrangers issus des mêmes cités ghettos, où sur fond de chômage s'exacerbent les tensions intercommunautaires. C'est le cas à Dreux, une ville de 35 000 habitants. 1983, le Front National entre au conseil municipal. Les Français redécouvrent l'extrême droite et son leader, Jean-Marie Le Pen. 5 ans plus tard, au présidentiel, ils seront 4 400 000 à voter pour lui. Une immigration massive, surtout d'origine tiers-mondiste, c'est-à-dire avec des mœurs, des coutumes, des manières de vivre très différentes des nôtres, n'ayant pas la volonté de s'intégrer, n'aboutira pas à une intégration, et ce ne sont pas les mesures sociales qui y feront parvenir. Contre les thèses d'exclusion, les jeunes sont les premiers à se mobiliser. Ils sont 300 000 à la Concorde lors de la première fête de SOS Racisme. Eh bien, après la fête, SOS Racisme continue. Même s'il n'y avait pas eu le Front National, je crois qu'on aurait besoin de SOS Racisme. Il y a des tas d'autres pays en Europe où des jeunes ont créé SOS Racisme après la France, alors qu'il n'y a pas forcément le Front National, parce que tout simplement, c'est pas facile d'apprendre à vivre ensemble quand on est d'origine différente et que ça demande une pédagogie, ça demande un apprentissage de la tolérance et ça demande des mesures sociales pour permettre l'intégration de ces communautés venues de l'étranger. 86, la cohabitation, la droite aux affaires muscle son discours sur l'immigration. À l'Assemblée siègent 33 députés Front National. La loi Pasqua accélère les procédures d'expulsion des clandestins et des délinquants étrangers. Un comité de sages réfléchit à une refonte du code de la nationalité. Son rapport sera sans suite. Insécurité, immigration, l'opposition se défend de faire l'amalgame. Sécurité et intégration vont de pair. On le voit bien aujourd'hui à Vaux-en-Velin ou à Sartrouville,
De quoi est-ce qu'on a besoin? Lutter contre l'exclusion, assurer la sécurité, et les deux choses vont en même temps, en particulier pour les jeunes. Le virage du réalisme, le pouvoir évoque pour la première fois le nombre des étrangers. Le seuil de tolérance, il a été atteint dès les années 1970, puisque le nombre n'a pas augmenté. La France n'est plus une terre d'immigration, Pierre Joxe succède à Charles Pasqua, mais la priorité demeure la lutte contre l'immigration clandestine. L'intégration devient l'objectif commun de tous les partis. Et pour dépassionner le débat, Michel Rocard organise une table ronde à Matignon. Seul le Front National n'est pas invité. Le Front National, au mépris de la vérité, au mépris de la réalité, a utilisé la situation de chômage, de difficulté, pour créer un adversaire qui n'existe pas, l'immigré. Immigration, insécurité, chômage, intégration européenne. En jouant sur ces peurs, le Front National consolide son électorat et pour 38% des Français, son émergence est le phénomène politique majeur de la décennie. À Washington, les médecins de George Bush ont confirmé que le président souffrait d'une hyperthyroïdie. Selon ces médecins, un simple traitement devrait suffire à soigner ses ennuis cardiaques. George Bush continue à travailler normalement. Aujourd'hui, il a reçu le secrétaire général des Nations Unies, M. Pérez de Cuellar. Au cours de la discussion, M. Pérez de Cuellar a annoncé au président américain que l'Irak refusait catégoriquement l'idée d'une force de police de l'ONU dans le nord de son pays. En Yougoslavie, le conflit entre Serbes et Croates a encore fait un mort et plusieurs blessés aujourd'hui. Mais un accord entre toutes les républiques, intervenu la nuit dernière, permet peut-être d'espérer un apaisement. Philippe Pister. Après presque 4 jours de réunion marathon, la présidence collégiale yougoslave a finalement réussi la nuit dernière à décider d'une série de mesures destinées à mettre fin au conflit opposant Serbes et Croates. L'armée fédérale n'obtient certes pas les pouvoirs spéciaux, dont l'instauration de l'état d'urgence qu'elle réclamait, mais elle se voit accorder un feu vert d'1 mois pour rétablir l'ordre en Croatie. Cette nuit, de nouveaux incidents ont d'ailleurs opposé Serbes et Croates dans l'est de la République. Résultat, 1 mort, 2 blessés. Ces dernières semaines, les affrontements interethniques ont déjà provoqué la mort d'une vingtaine de personnes. Concrètement, l'armée fédérale obtient l'exclusivité des pouvoirs de police dans les zones troublées du territoire croate. Les mesures décidées par la plus haute instance de l'État prévoient la démobilisation des réservistes des polices et milices locales et le désarmement des civils. Les pourparlers doivent s'engager rapidement entre autorités croates et minorités serbes de la République. Une série de mesures qui ont pour elles d'avoir été décidées par les représentants des différents groupes ethniques qui s'opposent. Reste que l'accord apparaît bien précaire. L'armée fédérale est considérée par la plupart des Croates comme une force d'occupation et d'ores et déjà le président de la Croatie vient de déclarer qu'il était hors de question pour lui de désarmer ses forces de police. En Corée du Sud, 100 000 manifestants étaient aujourd'hui dans les rues de Séoul, la capitale. Des affrontements très violents les ont opposés à la police. Des manifestations semblables ont eu lieu dans plusieurs villes de province. Les manifestants demandaient le départ du président Roh Tae-woo et ont lancé des slogans anti-américains. Étonnement, admiration peut-être, mais aussi inquiétude et polémique autour de l'expérience de 2 chercheurs britanniques. Ceux-ci ont en effet réussi à transformer une souris femelle en souris mâle. L'expérience n'aura heureusement pas d'application chez l'homme, mais elle devrait permettre de mieux connaître le mécanisme du cancer. Explication d'Hervé Guéquer. Cette souris s'appelle Randy. Elle devait naître femelle, c'est en fait un mâle. 2 chercheurs londoniens spécialistes du cancer ont réussi à changer le sexe de cet animal. Leur méthode, injecter dans l'embryon femelle à l'aide d'une aiguille microscopique le gène déterminant le sexe. Ce gène a été isolé l'an dernier, il se trouve dans le chromosome Y, c'est-à-dire le chromosome masculin. Résultat, la souris Randy est devenue un mâle et se comporte comme tel. Seul problème, l'animal est stérile. Pour faire taire une polémique montante, le docteur Goodfellow explique que l'expérience doit déboucher avant tout sur une meilleure compréhension du développement anarchique du cancer. Nous essayons de savoir comment fonctionne le processus normal d'un cancer et si nous pouvons le faire, quand les choses marchent mal, nous avons plus de chances de comprendre ce qui ne va pas. Mais déjà, des éleveurs semblent intéressés par ces recherches dans le but de changer le sexe d'animaux de ferme, parce que les mâles produisent souvent plus de viande. Enfin, et c'est l'essentiel, les chercheurs promettent qu'il n'y aura pas d'application sur l'homme. Le docteur Goodfellow ajoute, ce serait illégal et moralement répugnant.
Laura Antonelli, condamnée mais libre. L'actrice italienne a été condamnée aujourd'hui à une peine de 3 ans et demi de prison et à une amende d'environ 110 000 francs pour possession de 36 grammes de cocaïne. L'ancien sexe symbole du cinéma italien a été remis en liberté après 2 heures de procès. Sport et de 3 pour Yannick Noah. Le Français vient de passer allègrement le 3e tour du tournoi de Hambourg en battant l'Italien Renzo Furan en 3-7, 1-6, 6-4, 6-3. À Monaco, la vedette, c'est Ayrton Senna. Aux premiers essais du Grand Prix de Formule 1, non seulement il a fait le meilleur temps, mais en plus il s'est payé le luxe de pulvériser le record du Tour. Intouchable en ce moment, le champion du monde, Jean-Pierre Fricou. Il y a de plus en plus de Japonais sur les circuits de Formule 1. Il y a aussi de plus en plus de chevaux dans le moteur Honda de la McLaren. Vous y ajoutez le talent de Senna et vous avez au bout des 3 km 300 du circuit de Monaco un temps canon. Cet après-midi, le Brésilien a encore fait la différence, à plus de 140 de moyenne, en battant le record du Tour. Longtemps pourtant, avec son premier train de pneus, Prost déteint le meilleur temps, mais à un quart d'heure de la fin de la séance, le Français fut dépassé, d'abord par Patrese sur la Williams-Renault, puis par Gerhard Berger, enfin par Senna, qui a relégué la Ferrari de Prost à plus d'1 seconde et demie, ce qui est énorme. Berger, lui, est repoussé à 7 dixièmes de seconde, ce qui est beaucoup, et ce qui donne une idée de la suprématie de Senna dans l'exercice du tour le plus rapide. Prost est donc 4e, précédant Piquet et Jean Alesi sur la 2e Ferrari. Quant aux autres Français, ils sont loin. Eric Comas sur la Ligier Lamborghini est 18e à 4 secondes de Senna. La Gèse de Tarquini pointe en 23e position, juste devant la Lola Larousse d'Éric Bernard. Samedi, lors de la 2e séance d'essai, la lutte sera chaude, compte tenu de l'importance de la pole position à Monaco. Une incertitude, le temps, aujourd'hui la pluie, a épargné la principauté. Ce pourrait être différent après-demain. Dans ce cas, la grille de départ serait déjà établie. Et puis dans la série Vivons dangereusement, regardez bien cette image qui nous vient d'Alès. À l'occasion du centenaire des arènes, l'une des corridas est plutôt mal terminée pour le torero. Le Catalan Richard Milian a été blessé par les cornes d'un taureau de 580 kg. Blessure à la cuisse, fin de la corrida et grosse émotion pour les aficionados. Les chiffres de la finance qui vont s'inscrire sur votre écran. Tout d'abord le Dow Jones à New York, plus 37,2 à 2968 points. Le dollar à New York qui cote 5 francs 86 et qui est stable. Pas de cotation à la Bourse de Paris pour cause de fête d'ascension. Le pétrole à New York, il valait 21,93 $. Ce soir, une petite hausse. Le kiosque de Soir 3, préparé par Philippe Dessevski. Comme tous les jours de cette semaine, il a choisi de vous montrer la décennie Mitterrand vue par l'un de nos confrères. Ce soir, c'est l'hebdomadaire Le Point que l'on va feuilleter avec lui. En 1981, Le Point parle d'expérience socialiste et reste sceptique sur la volonté de François Mitterrand de réduire rapidement le Parti communiste. Et quand la rupture se fait en 84, il s'interroge sur les capacités du président d'engager la France hors des vieilleries dogmatiques de gauche comme de droite. Mais dans le même temps, le phénomène Le Pen prend forme. 1 an avant la présidentielle de 88, Le Point décèle déjà le piège du Front National à l'encontre de la droite classique. Piège renforcé par la cohabitation avec un François Mitterrand arbitre, mais loin d'être inerte. Un arbitre que Le Point habille dès sa réélection en monarque au népotisme sans égal. Mais cette décennie, c'est aussi pour Le Point l'abandon du Liban chrétien. La pente de notre politique est de se complaire dans un cynisme à géométrie variable, écrit alors Claude Imbert. La guerre du Golfe lui donnera pleinement raison. Ces 10 ans, c'est enfin la réunification allemande, face à laquelle Le Point s'est interrogé bien à l'avance sur son éventualité et son opportunité. Comme nous venons de le voir, Le Point a toujours été assez critique à l'égard de François Mitterrand. Alors Claude Imbert, comment jugez-vous cette décennie du président de la République? Le pouvoir de Mitterrand n'a pas été employé autant qu'on aurait pu l'imaginer. Vous avez des secteurs